Bonjour, on est le 11 janvier 2013. Ces jours-ci, on nous parle beaucoup des économistes qu'on voit à la télévision, qu'on entend à la radio, et on nous dit, ben, ils se présentent tous comme étant un professeur d'université ici ou là, mais il vaudrait mieux qu'ils disent exactement qui ils sont. Qui sont par exemple sur tel état, dans tel et tel conseil d'administration, et la liste est souvent, pour ceux qu'on entend, la liste est souvent nombreuse, et il faudrait dire aussi qu'ils reçoivent 35 000 euros par article sur cette liste, et que par conséquent, ce qu'ils disent est lié à certains intérêts qu'ils pourraient avoir. Il y a une loi du profit qui s'exerce là en arrière-plan et qui détermine probablement ce qu'ils disent. Bon, alors quand on les interroge, c'est comme les hommes politiques américains à qui on nous donne beaucoup d'argent et qui disent mais tout ça n'influence absolument pas mon jugement. Ils disent sûrement ça, mais voilà, bon, c'est difficile quand même d'imaginer, il y a le problème quand même de conflit d'intérêts. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer d'inviter moins ceux-là et on va essayer d'inviter plus ceux qui sont professeurs d'université uniquement. Il y a en France quelque chose qui s'appelle le Conseil d'analyse économique, et récemment on a renouvelé la liste et on a effectivement éliminé les économistes de banque pour les remplacer par des professeurs d'université. Alors, le problème avec les professeurs d'université en économie, c'est que parfois ils ne savent pas comment ça marche dans les banques. Parfois ils n'ont jamais travaillé dans une banque. Alors si on me demandait à moi de réunir un certain nombre d'économistes et que je dois choisir entre ceux qui ont travaillé dans une banque, ce qui est mon cas personnellement, et ceux qui n'y ont pas travaillé, moi personnellement je ferais quand même la liste avec ceux qui ont travaillé dans les banques. Bon, je leur demanderai sans doute, quand on les interroge, qu'ils parlent aussi du fait qu'ils travaillent pour telle et telle institution, et ça situerait, disons, le problème des intérêts. La question de savoir qui il faut réunir quand on réunit les économistes, elle est plutôt liée au fait de qu'est-ce qu'ils vont dire, de quoi est-ce qu'ils parlent. Il y avait un très bon exemple qui s'est présenté hier dans une discussion. C'est lié à quelque chose dont j'ai parlé déjà dans mon livre qui s'appelle Le Prix, où j'ai repris, et bon, j'en ai fait un ouvrage, je dirais, construit de la première page à la dernière, mais j'ai repris là-dedans la substance d'un certain nombre d'articles, de textes que j'ai écrits entre, c'est quoi, 1985 et 2000. Et je parle en particulier d'une réflexion qui a été la mienne au milieu des années 90 à propos du modèle de Black et Scholes, qui est utilisé en finance pour calculer la prime d'une option. Et j'avais attiré déjà l'attention au milieu des années 90 sur le fait que ce modèle ne marche pas, qu'il est faux, qu'il a été inutilisable parce qu'il est faux. J'ai repris une petite discussion là-dessus dans Mystère de la pensée économique. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est-à-dire dans la semaine dernière, dans un ouvrage d'un monsieur qui s'appelle Donald Mackenzie, qui est un sociologue des sciences et qui s'est intéressé en particulier à l'histoire des modèles justement en finance, c'est que M. Scholes en particulier, qui avait travaillé sur ce modèle, savait qu'il était faux. Il savait qu'il était faux, et ça ne le dérangeait pas spécialement parce que s'il avait dû le corriger, il aurait mis en question la théorie, l'hypothèse de l'efficience des marchés. Et que par conséquent, en son âme et conscience, il a préféré produire un modèle faux qui, sachant que, comme il était un professeur dans une business school, ce serait utilisé quand même, et plutôt que de remettre en question la théorie qui était mise en défaut par une interprétation correcte de ce modèle. L'ironie, c'est qu'il y a monsieur Thorpe, un Britannique, qui lui qui travaillait pas pour les business schools et qui a été plutôt intéressé à ce que son modèle colle avec les données empiriques, qui lui avait fait un vrai modèle, un modèle qui apparemment est un modèle exact et dont personne ne se soucie parce que la logique est que ceux qui préfèrent respecter la théorie telle qu'elle existe, eh bien, ceux-là passent avant les autres. Alors, est-ce que c'est comme ça que fonctionne la science? Non, quand on fait de la science, en principe, si la théorie est mise en défaut, on la remet en question. Pourquoi est-ce que cette théorie économique, pourquoi est-ce qu'on ne la remet pas en question? Eh bien, parce que c'est celle qui a été bâtie à la fin du XIXe siècle pour contrer les mouvements de protestation. C'est la théorie qui arrangeait bien les milieux financiers quand ils devaient s'adresser aux politiques. Non pas qu'ils aient beaucoup de respect pour la science, mais quand ils devaient s'adresser aux politiques, il leur fallait une manière de convaincre les politiques en disant c'est très compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai un discours qui tient à ce sujet-là.
C'est un discours qu'on a construit et auquel on ne peut pas toucher. C'est une religion dogmatique, c'est un catéchisme auquel on ne peut pas toucher. Et on en rajoute une couche régulièrement. Dans les années 70 et dans les années 80, aux gens qui continuaient à ajouter des morceaux au sommet de cet édifice branlant, on leur a accordé très libéralement, j'utilise le mot à dessein, on leur a attribué très libéralement des prix Nobel d'économie à ne plus savoir où en mettre. Donc, on a mis une couche de vernis supplémentaire pour dire c'est ça qu'il faut utiliser. Et donc, quand un modèle est remis en question par les faits, eh bien, on n'y touche surtout pas, on décide d'ignorer les faits. C'est la découverte que moi j'avais faite, je dirais, de mon côté, dans les années, là c'était les années 70, quand j'avais réuni des données de terrain sur la formation des prix sur les marchés de poissons, de crustacés, de coquillages, en Bretagne, je m'étais aperçu eh bien, que cette loi, cette fameuse loi de l'offre et de la demande qui était écrite en lettres d'airain au fronton des facultés d'économique, ça ne marchait pas non plus dès qu'on essayait de la vérifier sur des chiffres. Est-ce que ça veut dire que, que le problème se situe uniquement là? Ces jours derniers, quand je me suis intéressé à la compagnie Enron, à laquelle j'avais consacré un bouquin, mais que je réétudie parce que je veux utiliser ce matériel-là dans les cours que je donne à la VUB, j'avais mis en évidence l'arrogance de la compagnie, j'avais mis en évidence, j'en ai déjà parlé dans deux petits papiers que j'ai faits, la cupidité de la compagnie. Ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est de primo le fait qu'elle a fait des erreurs. Elle a fait des erreurs monumentales fondées sur le fait simplement qu'elle faisait confiance à la théorie économique qui circulait. On venait d'inventer les stock options. La compagnie Enron, en plus de la cupidité, en plus de l'arrogance de ses dirigeants. Et ça a été la première grande victime du fait qu'on n'avait pas compris comment ça fonctionnait, ces stock options. On n'avait pas compris quelles en seraient les conséquences, on n'avait pas compris que ça allait encourager les gens à falsifier leur bilan, le bilan de l'entreprise, à s'intéresser uniquement au prix de l'action, parce que c'est la seule chose qui allait déterminer déterminer comment on allait définir sa politique. On n'a pas vu toutes les conséquences du fait de défiscaliser ceci et cela. Il y a plein d'erreurs qui ont été faites. Il y a aussi la faute à la malchance. À mon avis, même s'il y avait eu tous ces éléments que je viens de mentionner, Enron s'était aventuré dans le domaine de la bande passante sur l'Internet. Ils sont arrivés avec 5 ans d'avance. Ils ont construit des tas de trucs qui leur ont coûté extrêmement cher, qui n'arrivent pas à vendre. C'est ça finalement qui les a tués. C'est un autre événement, c'est le fait qu'ils avaient à un moment donné, ils avaient empaqueté un ensemble de choses qu'ils allaient vendre à un cheikh des Émirats qui est tombé malade et la chose ne s'est pas faite. C'est un tas d'éléments comme ça. La complexité les a tués. Cette théorie économique qui a été inventée à la fin du 19e siècle, elle a été faite sur le modèle de la mécanique céleste qui nous explique comment fonctionne une douzaine de planètes dans leur interaction avec le Soleil et entre eux et avec leurs satellites, etc. On a voulu appliquer la même chose à 7 milliards maintenant, aujourd'hui, 7 milliards de particules en interaction, comme si ça pouvait marcher. Non, on aurait dû rester dans le qualitatif quand on parle de ça, c'est-à-dire essayer de parler de catégories, de choses qu'on peut voir apparaître en surface. Il fallait mathématiser, mais il fallait mathématiser à des endroits très très précis et de manière ponctuelle. On ne pouvait pas faire comme ça. Alors, il y a une question que je pose souvent, je la pose à plusieurs reprises déjà dans des petites vidéos comme ça du vendredi. 2500 ans de réflexion d'un côté, 2500 ans pendant lesquels on n'a pas tenu compte de cela absolument dans les décisions qu'on a prises. Alors, comment est-ce que ça se fait? Eh bien, je viens d'y faire allusion. C'est qu'il y a un mur du profit qui se situe entre les deux. D'un côté, on a une logique qui nous dit le profit passe avant tout, et on l'a vu ces années récentes, dans les années qui ont conduit à la crise. Quand on a inventé un nouveau produit financier, on a regardé si on pouvait calculer le risque qui était associé à ça. Est-ce qu'il est jamais arrivé que quand on était incapable de calculer le risque associé à ce produit financier, on a décidé de ne pas le mettre en application, de ne pas l'utiliser? Non, jamais. Jamais.
cette considération qu'on ne comprenait pas comment ça marchait n'a jamais joué si l'on pouvait voir le profit que l'on pouvait faire à partir de là. Et c'est là avec ça que les régulateurs en ce moment sont en train de se battre. On dit oui, mais on ne peut pas véritablement calculer ça. Les banquiers leur disent allez vous faire voir, ça nous rapporte beaucoup d'argent. Comment se fait ce dialogue? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu? Pourquoi cette étanchéité entre notre compréhension et ce qui se passe, les décisions qui sont prises? Eh bien, c'est le fait que justement, il y a un mur du profit et un mur de l'argent qui se situe là. Si quelqu'un dit quelque chose du genre de ce que je viens de dire, on ne peut pas utiliser ce modèle parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas le risque qui est associé. Qu'est-ce qu'on fait en général? On augmente son salaire. On augmente son salaire jusqu'à ce qu'il se taise. Et donc le grand mystère de pourquoi on n'a jamais tenu compte des véritables réflexions, pas celles de la science économique payées par les banquiers à grands coups de prix Nobel et de facultés avec des colonnes en marbre. Non, pourquoi le vrai savoir qu'on a construit je prends un exemple, pourquoi est-ce que M. Stiglitz, malgré le fait qu'il ait pris Nobel lui, qu'il écrit des livres qui se vendent beaucoup, pourquoi est-ce que personne absolument ne l'écoute dans le modèle, dans le monde financier? Eh ben parce que ça colle pas, ça colle pas. On a sans doute dû essayer de le faire taire à coup de billets de banque, mais apparemment dans son cas ça marche pas. Alors mais comment dire, la surdité du milieu financier est un petit peu visible et un petit peu pesante, mais enfin ça n'est pas gênant. On continue de cette manière-là. Alors c'était hier, quelqu'un qui disait là, dans le petit groupe de discussion parallèle à ce que nous faisons ici sur le blog, qui disait on a 10 à 15 ans pour opérer le grand tournant. On a 10 à 15 ans pour changer de cap. Si pendant ces 10 ou 15 ans, on continue sur la même voie, c'est-à-dire à ajouter une couche de billets de banque, quand il y a un risque que le savoir sur ce que nous sommes comme espèce aboutisse à des décisions, on ne pourra pas le faire. Si un gouvernement de droite qui dit le profit avant tout est nommé parce qu'on a élu et qui prend des décisions comme ça, on sait qu'on va droit dans le mur et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si les gens alors élisent des gens de gauche, mais que ce mur d'argent, cette logique du profit fait que quand une fois qu'ils seront au pouvoir, ils diront exactement la même chose que les gens de droite, ou à la limite, ils renchérisseront dans cette direction comme l'a fait M. Barack Obama dans son premier mandat. Je lui laisse le bénéfice du doute pour le second, parce que heureusement il a des troupes qui essayent de le faire taire dans cette direction-là. Si les gens de gauche, quand ils sont au pouvoir, deviennent pareils que les gens de droite, le problème n'est pas réglé. Tant que ce mur de l'argent fait que le savoir ne peut pas arriver au niveau de la décision, on n'y arrivera pas. Alors, il ne s'agit pas de dire Tina, il n'y a pas d'alternative, il faut faire dans cette direction-ci. Il faut dire au contraire, il faut dire aujourd'hui, il y a une alternative. Ou bien on opère le tournant, ou bien on utilise la formule qu'on a utilisée jusqu'ici, c'est-à-dire faire confiance à la stupidité et à la loi du profit et en faire un cocktail et avancer dans cette direction-là. Mais le problème n'est pas, et là la discussion portait un peu là-dessus hier, est-ce qu'on va se retrouver simplement avec une espèce qui vit toujours et simplement certaines civilisations qui auront disparu, ou bien est-ce qu'on va se retrouver sans espèce du tout, je veux dire sans espèce humaine et sans d'autres espèces du même genre que nous, qui ont besoin du même air pour respirer, et ainsi de suite. Alors, l'alternative, elle est là. Ou bien dans les 10 à 15 ans, on opère ce tournant, c'est-à-dire qu'on change de cap, c'est-à-dire qu'on commence à transfuser, à trouver le moyen de transfuser ce savoir accumulé sur 2500 ans vers les décisions qui sont prises, ou bien on ne le fait pas. Dans le deuxième cas, c'est très simple. On verra un jour une petite croix, vous savez, une petite croix en bas, en bois, comme dans les westerns, où il est écrit RIP, Requiescat in pace, et où il sera mis en dessous l'espèce humaine qui a préféré la loi du profit à la réflexion. Alors c'est ça le défi aujourd'hui. Ou bien on opère ce tournant dans les 10 à 15 ans qui vient maintenant, ou bien on met une croix sur l'espèce, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, alors c'est peut-être un peu dur pour un vendredi juste avant le week-end, mais c'est là qu'on en est. Malheureusement, c'est là qu'on en est. C'est à ça, c'est dans ces termes-là qu'il faut réfléchir. Voilà, alors réfléchissons-y, j'y suis.
Réfléchissons-y dans la semaine qui vient et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.